En 1783, dans les registres paroissiaux d'une ville portuaire de l'ouest de la France, une entrée fut soigneusement grattée puis réécrite. 2 naissances, enregistrées le même jour, furent séparées par une ligne qui n'aurait jamais dû exister. Ce que personne ne savait alors, c'est que cette correction apparemment anodine dissimulait un secret si terrible qu'il détruirait 3 générations d'une famille aristocratique et révélerait une vérité que tous avaient juré d'emporter dans la tombe. Avant de poursuivre cette histoire troublante, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun récit historique comme celui-ci. Et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre présence fait vivre ces histoires oubliées. L'histoire commence dans une demeure imposante, située aux abords d'une cité marchande prospère de la côte atlantique française, à l'époque où le commerce colonial enrichissait certaines familles au-delà de toute mesure. La famille Beaufort comptait parmi ces dynasties dont la fortune reposait sur des plantations sucrières établies dans les îles françaises des Caraïbes. Leur hôtel particulier, construit au début du siècle, témoignait de cette richesse. 3 étages de pierre blonde, des jardins à la française s'étendant jusqu'à une rivière bordée de saules, des salons ornés de boiseries précieuses importées des colonies. Henri de Beaufort avait hérité du domaine familial à la mort de son père en 1778. À 32 ans, il incarnait parfaitement l'aristocrate éclairé de son temps. Éduqué, cultivé, membre de plusieurs sociétés savantes locales. Il gérait les affaires familiales avec une rigueur qui lui valait le respect de ses pairs, même s'il ne se rendait jamais personnellement dans les propriétés coloniales, préférant confier cette charge à des intendants triés sur le volet. Son mariage avec Amélie de Valmont, en 1780, avait été célébré comme l'union de 2 grandes familles. Elle avait 19 ans, lui 34. Les chroniques mondaines de l'époque décrivaient la mariée comme une jeune femme d'une beauté remarquable, au teint de porcelaine et aux cheveux d'un blond presque blanc. Sa dot était considérable, comprenant des terres dans le Poitou et des parts dans plusieurs navires marchands. Les 2 premières années de leur union se déroulèrent selon les convenances de leur rang. Amélie tenait son rôle d'épouse avec une perfection qui frisait la froideur. Elle recevait avec grâce, brodait près des fenêtres du Salon Bleu, assistait aux offices religieux chaque dimanche. Henri passait ses journées à étudier les rapports commerciaux venus des îles, à correspondre avec les négociants de Bordeaux et de La Rochelle, à superviser les investissements familiaux. Mais sous cette surface polissée se cachait une tension que les domestiques les plus attentifs commençaient à percevoir. Amélie ne tombait pas enceinte, et dans une famille où la perpétuation du nom constituait une obligation sacrée, cette stérilité apparente devenait source d'inquiétude. Les conversations entre époux se faisaient plus rares, plus guindées. Henri passait de plus en plus de temps dans son cabinet de travail. C'est au printemps de 1782 qu'Amélie annonça enfin sa grossesse. La nouvelle fut accueillie avec un soulagement palpable dans toute la maisonnée. Henri fit dire une messe d'action de grâce. La famille Valmont envoya des présents de Paris. Tout semblait rentrer dans l'ordre naturel des choses. La grossesse se déroula sans incident notable. Amélie se retira progressivement de la vie sociale, comme il convenait à son état. Elle passait ses journées dans ses appartements, accompagnée de sa dame de compagnie, Madeleine Leclerc, une femme d'une 40aine d'années au visage sévère qui la servait depuis son enfance. Le médecin de la famille, le docteur Antoine Deschamps, venait l'examiner chaque semaine et assurait que tout progressait normalement. L'hiver arriva avec son lot de pluies glaciales et de brumes épaisses qui montaient de la rivière pour envelopper la propriété. Les arbres dénudés ressemblaient à des squelettes noirs contre le ciel gris. Dans la grande demeure, on allumait des feux dans toutes les cheminées pour chasser l'humidité qui suintait des murs de pierre. C'est dans cette atmosphère de froid mordant et d'attente fébrile qu'Amélie entra en travail, 3 semaines avant la date prévue, dans la nuit du 15 au 16 janvier 1783. La nuit de l'accouchement reste gravée dans la mémoire des rares témoins comme un moment suspendu hors du temps ordinaire.
Vers minuit, Madeleine Leclerc fit réveiller le docteur Deschamps. Henri arpentait le salon du rez-de-chaussée, incapable de monter, comme le voulait la bienséance. Les domestiques s'affairaient en silence, transportant de l'eau chaude, des linges propres, des bougies supplémentaires. Le travail dura 8 heures. À travers les murs épais, Henri entendait parfois les gémissements étouffés d'Amélie, puis le murmure bas de Madeleine et du médecin. L'aube commençait à peine à blanchir les fenêtres quand un premier cri de nouveau-né déchira le silence. Henri se leva d'un bond, le cœur battant. Mais avant même qu'il n'atteigne l'escalier, un second cri retentit. Des jumeaux. Madeleine descendit 10 minutes plus tard, le visage fermé, presque blanc. Elle s'approcha d'Henri et lui murmura quelques mots à l'oreille. Ce qu'elle lui dit exactement, personne ne le sut jamais avec certitude. Mais Henri vacilla comme si on l'avait frappé. Il monta l'escalier à grandes enjambées, laissant Madeleine seule dans le vestibule, les mains crispées sur son tablier taché de sang. Dans la chambre, Amélie gisait, épuisée contre ses oreillers, le teint cireux, les cheveux collés à son front par la sueur. Le docteur Deschamps nettoyait ses instruments sans regarder personne. Sur le lit, emmaillotés séparément, se trouvaient 2 nourrissons. L'un avait la peau claire et rosée des nouveau-nés de bonne santé, des cheveux très fins, d'un blond presque blanc. L'autre, de taille identique et de traits semblables, avait la peau sensiblement plus foncée, d'une teinte ambrée qui ne pouvait s'expliquer par aucune particularité de circulation sanguine ou de coloration temporaire. Henri s'approcha lentement. Il examina les 2 enfants en silence. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses mains tremblaient légèrement. Il se tourna vers Amélie, qui détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Ce qui suivit ne fut rapporté que par bribes, par des allusions voilées, par des silences lourds de sens. Selon la version que Madeleine confia des années plus tard à sa propre nièce sur son lit de mort, Henri aurait demandé d'une voix blanche si le docteur Deschamps pouvait expliquer cette différence. Le médecin, mal à l'aise, aurait évoqué des cas connus dans les traités médicaux, des variations possibles dans la constitution, des influences mystérieuses de la grossesse. Mais personne dans cette pièce n'était dupe. Dans une société où la couleur de peau était devenue l'obsession première depuis que la France possédait des colonies, où le code noir régissait chaque aspect de la vie de milliers d'êtres humains réduits en esclavage, la signification de cette différence était évidente pour tous. Henri sortit de la chambre sans un mot. Il s'enferma dans son cabinet pendant 2 heures. Quand il en ressortit, il avait pris une décision. Le lendemain matin, le curé de la paroisse fut convoqué à l'hôtel particulier pour procéder au baptême d'urgence des nouveau-nés, comme le voulait la coutume quand la santé des enfants semblait fragile. Un seul bébé lui fut présenté, le garçon à la peau claire, que l'on prénomma Gabriel. Le registre paroissial consigna la naissance d'un unique enfant mâle, héritier légitime de la famille Beaufort. Quant au second enfant, celui à la peau plus foncée, il disparut de la demeure avant midi. Les domestiques qui interrogèrent du regard furent renvoyés à leurs tâches avec sévérité. Une seule personne accompagna Madeleine Leclerc quand elle quitta la propriété avec un panier couvert en fin de matinée. Un cocher de confiance nommé Jean Roussel, au service de la famille depuis 30 ans. Ils ne rentrèrent que le soir, bien après la tombée de la nuit. Madeleine monta directement aux appartements d'Amélie sans croiser personne. Le cocher remisa la voiture et alla dormir dans l'écurie. Le lendemain, quand un valet d'écurie tenta de lui poser des questions sur leur destination de la veille, Jean Roussel se contenta de cracher par terre et de répondre que certaines choses devaient rester entre les murs de la propriété. Les jours suivants établirent une routine silencieuse. Amélie restait confinée dans ses appartements, officiellement pour se remettre de son accouchement difficile. Elle refusait de voir quiconque à part Madeleine et une nourrice s'engager pour allaiter Gabriel. Henri reprit ses activités habituelles avec une froideur accrue. Le couple ne se parlait plus que par l'intermédiaire de domestiques ou par brefs échanges dans les couloirs. 3 semaines après l'accouchement, une lettre cachetée arriva par courrier privé. Henri la lut dans son cabinet, puis la brûla soigneusement dans la cheminée.
Ce même soir, il convoqua le docteur Deschamps. Les deux hommes s'entretinrent pendant 1 heure, puis le médecin partit en emportant une bourse de pièces d'or. Il ne revint jamais à l'hôtel particulier. Le mois suivant, une autre lettre parvint à Henri. Celle-ci venait d'un couvent de sœurs cloîtrées situé dans une région reculée du Massif central, à plus de 300 kilomètres de là. La supérieure y confirmait la réception d'un enfant mâle, sans nom de famille, accompagné d'une dot généreuse pour assurer son entretien jusqu'à l'âge de 7 ans. L'enfant serait élevé dans l'anonymat complet, sans qu'aucune question ne soit posée sur ses origines. À 7 ans, il serait confié à un orphelinat d'une ville voisine. Aucune correspondance ultérieure ne devrait avoir lieu. Henri brûla également cette lettre. Il fit venir un notaire de la ville et modifia son testament en spécifiant que Gabriel était son unique héritier légitime. Puis il fit effectuer une correction dans les registres paroissiaux par un clerc complice. L'entrée concernant la naissance fut grattée et réécrite, effaçant toute trace de la mention de jumeaux qui avait été brièvement consignée par erreur. Le secret était scellé. Seules 4 personnes connaissaient toute la vérité. Henri, Amélie, Madeleine et le cocher Jean Roussel. Et toutes 4 avaient des raisons impérieuses de se taire. Les années qui suivirent furent marquées par une normalité de surface qui dissimulait mal les fêlures profondes de la famille Beaufort. Gabriel grandit comme un enfant unique, choyé par son père, mais étrangement distant de sa mère. Amélie ne retrouva jamais sa vitalité d'avant la naissance. Elle se murait dans un silence mélancolique, passant ses journées assise près des fenêtres, le regard perdu vers les jardins. Henri se plona dans les affaires avec une intensité frénétique. Il multipliait les déplacements, passait des semaines entières à Paris ou dans les ports de l'Atlantique. Quand il se trouvait à la demeure familiale, il évitait soigneusement de croiser son épouse plus que nécessaire. Le soir, il s'enfermait dans son cabinet avec des bouteilles de cognac et des registres commerciaux. Gabriel, lui, se développait comme un enfant robuste et intelligent. À 3 ans, il ressemblait de manière frappante à son père. Les mêmes traits fins, les mêmes yeux gris-bleu, la même chevelure blonde qui s'éclaircissait au soleil. Seules quelques personnes dans la maison remarquaient que sa mère le regardait parfois avec une expression indéchiffrable, mélange de tendresse et de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Madeleine Leclerc vieillissait rapidement. Ses cheveux avaient blanchi en l'espace de 2 ans. Elle ne quittait pratiquement plus la propriété et veillait sur Amélie avec une dévotion qui frisait l'obsession. Les domestiques chuchotaient qu'elle dormait mal, qu'on l'entendait parfois marcher dans les couloirs la nuit, comme si elle cherchait quelque chose ou fuyait quelqu'un. En 1789, la Révolution éclata. Paris s'embrasa, les nouvelles des événements arrivaient par courrier avec un décalage de plusieurs jours. La famille Beaufort, comme toute l'aristocratie, se trouva soudain dans une position précaire. Henri vendit discrètement plusieurs propriétés coloniales et transféra des fonds vers des banques suisses. Il fit graver de nouveaux papiers d'identité qui minimisaient les titres nobiliaires. Les années révolutionnaires transformèrent profondément la société française. La famille Beaufort survécut en se faisant discrète, en payant les contributions exigées, en évitant toute ostentation. Gabriel avait alors 7 ans. On l'envoya dans un pensionnat tenu par d'anciens jésuites qui avaient adapté leur enseignement aux nouvelles valeurs républicaines. C'est durant cette période que se produisit le premier incident qui aurait dû alerter la famille sur le fait que le passé ne restait jamais complètement enterré. En 1792, le cocher Jean Roussel mourut subitement d'une attaque d'apoplexie. Quelques jours avant sa mort, pris de boisson dans une auberge du port, il aurait tenu des propos confus sur un voyage qu'il avait effectué 9 ans plus tôt, sur un bébé abandonné, sur un secret qui l'emportait dans la tombe. Personne ne lui prêta grande attention sur le moment. Mais l'aubergiste qui entendit ces confidences avait une excellente mémoire et un certain goût pour les ragots. L'histoire circula. Elle fut déformée, amplifiée, transformée. On parlait d'un enfant illégitime, d'une liaison d'Amélie avec un domestique, d'un bâtard caché. Henri eut vent de ces rumeurs et réagit avec une violence inhabituelle.
Il fit poursuivre l'aubergiste en justice pour diffamation et calomnie. L'homme fut condamné à une amende ruineuse et préféra fermer son établissement plutôt que d'affronter la colère de Beaufort. Mais le mal était fait. Dans les salons de la ville, on chuchotait désormais sur les Beaufort. Amélie, déjà fragile, sombra dans une mélancolie encore plus profonde. Elle refusait de sortir de la propriété, passait des jours entiers sans quitter sa chambre. Un médecin fut appelé. Il diagnostiqua une affection nerveuse et prescrivit du laudanum. Madeleine, elle, devint franchement inquiète. Elle écrivit une lettre au couvent où l'enfant avait été placé, demandant confirmation qu'il était toujours là, qu'il était en bonne santé, que personne ne cherchait à le retrouver. La réponse mit 6 semaines à arriver. La supérieure confirmait que l'enfant avait bien été transféré à l'orphelinat, comme prévu à l'âge de 7 ans. Il portait désormais le nom de famille Lefebvre, un patronyme banal, choisi pour son anonymat. L'institution ne conservait aucune trace de ses origines réelles. Cette réponse aurait dû rassurer Henri et Madeleine. Mais elle soulevait une nouvelle question. Où se trouvait maintenant cet enfant, devenu adolescent? L'orphelinat était-il encore en activité après les bouleversements révolutionnaires? Avait-on gardé des registres? L'enfant savait-il qu'il était adopté? Henri décida de ne pas chercher plus loin. Remuer le passé ne pouvait que causer plus de problèmes. Il ordonna à Madeleine de brûler la lettre et de ne plus jamais évoquer le sujet. Quant à Amélie, elle était désormais trop fragile pour qu'on lui parle de quoi que ce soit. Les années continuèrent de s'écouler. La terreur passa, puis le directoire, puis le consulat. Bonaparte prit le pouvoir et se fit couronner empereur. La France changeait constamment de visage politique, mais les vieilles familles comme les Beaufort savaient s'adapter pour survivre. Henri récupéra une partie de ses titres et de ses propriétés. Gabriel, devenu un jeune homme de 20 ans en 1803, étudiait le droit à Paris et se préparait à reprendre les affaires familiales. Mais à cette époque, personne dans la famille ne savait qu'à 150 kilomètres de là, dans une ville moyenne du centre de la France, un jeune homme de 20 ans nommé Édouard Lefebvre commençait à poser des questions sur ses origines. Des questions qui, si elles trouvaient des réponses, détruiraient tout ce que les Beaufort avaient si soigneusement construit. Édouard Lefebvre avait grandi dans l'orphelinat Sainte-Thérèse, une institution austère, dirigée par des religieuses qui avaient miraculeusement survécu aux années révolutionnaires en se déclarant citoyennes au service de la jeunesse républicaine. Il n'avait gardé aucun souvenir du couvent où il avait passé ses premières années. Ses premiers souvenirs remontaient à l'âge de 8 ou 9 ans. Le dortoir glacial, les repas frugaux, les leçons de catéchisme et d'écriture, le travail au champ pour nourrir l'institution. Ce qui distinguait Édouard des autres orphelins, c'était sa peau légèrement plus foncée que la moyenne et ses cheveux d'un brun presque noir qui bouclaient naturellement. Les autres enfants le surnommaient parfois le petit arabe ou le métis, bien qu'il n'ait rien de véritablement exotique dans ses traits. Les religieuses évitaient de commenter son apparence, mais ils sentaient leur malaise quand elles devaient le présenter aux visiteurs ou aux bienfaiteurs. À 16 ans, Édouard quitta l'orphelinat pour travailler comme apprenti chez un imprimeur de la ville. Son patron, M. Bertrand, était un homme cultivé qui avait remarqué l'intelligence vive du jeune homme et sa soif d'apprendre. Édouard se révéla doué pour le métier. Il apprenait vite, posait des questions pertinentes, montrait une passion pour les livres et l'écrit qui allait au-delà du simple aspect technique de l'impression. C'est en travaillant dans cette imprimerie qu'Édouard découvrit un jour, en rangeant de vieux registres, une liste de noms d'orphelins placés par différentes institutions religieuses de la région entre 1785 et 1790. Son propre nom y figurait avec une annotation. Origine, couvent de Notre-Dame des Sept Douleurs, transféré en janvier 1789, âge estimé 7 ans. Cette découverte fut pour Édouard comme une révélation. Jusqu'alors, il n'avait jamais vraiment cherché à connaître son passé.
Être orphelin était son état naturel accepté sans révolte. Mais soudain une porte s'ouvrait. Il existait un avant, un lieu précis, peut-être des personnes qui l'avaient connu bébé. Il demanda une journée de congé à son patron et entreprit de se rendre au couvent de Notre-Dame des Sept Douleurs, situé à une quinzaine de kilomètres dans les montagnes. Le voyage à pied lui prit 4 heures. Le couvent se dressait dans un site isolé, une construction médiévale aux pierres grises couvertes de lierre, entourée de forêts denses. La supérieure actuelle, sœur Marguerite, était une femme sèche d'une 60aine d'années. Elle reçut Édouard avec méfiance. Quand il expliqua la raison de sa visite, elle se raidit visiblement. Les registres du couvent, dit-elle, avaient été détruits pendant la Révolution par crainte des réquisitions. Elle ne pouvait rien lui dire sur les enfants placés avant cette période. Mais Édouard insista. Il remarqua que la religieuse évitait son regard, qu'elle tripotait nerveusement le crucifix pendu à sa ceinture. Il demanda s'il ne restait vraiment aucune trace, aucun souvenir, aucune sœur plus ancienne qui aurait pu le connaître bébé. Sœur Marguerite hésita longuement. Puis elle finit par dire qu'il existait effectivement une très vieille religieuse, sœur Béatrice, qui avait été novice au moment de la Révolution. Mais elle était désormais très âgée, presque aveugle, et sa mémoire défaillait. Elle ne recevait plus de visites. Édouard supplia. Il avait fait tout ce chemin. Il voulait juste comprendre d'où il venait. Sœur Marguerite céda finalement, avec une réticence palpable. Elle conduisit Édouard jusqu'à une petite cellule au dernier étage du couvent, où sœur Béatrice vivait ses derniers jours dans un silence quasi complet. La vieille religieuse était assise dans un fauteuil près de la fenêtre étroite. Son visage ridé ressemblait à du parchemin ancien. Ses yeux laiteux fixaient un point invisible. Quand sœur Marguerite expliqua qui était le visiteur, sœur Béatrice tourna lentement la tête vers Édouard. « Lefebvre, murmura-t-elle d'une voix chevrotante, ce n'est pas votre vrai nom. » Sœur Marguerite intervint vivement, disant qu'il ne fallait pas fatiguer la vieille sœur, que sa mémoire lui jouait des tours. Mais Édouard s'était déjà approché, le cœur battant. « Quel était mon vrai nom ?» demanda-t-il. Sœur Béatrice ferma les yeux. Un long silence s'étira, puis elle dit avec une tristesse infinie, « Vous n'aviez pas de nom. Vous étiez l'enfant du péché. Celui qu'on ne devait pas nommer. Qui étaient mes parents ?» insista Édouard. « Une dame. Elle ne venait pas elle-même. C'était une servante qui vous avait apporté, avec de l'or, beaucoup d'or, pour qu'on ne pose jamais de questions. » Sa voix déclina jusqu'à n'être plus qu'un murmure. « Ils avaient peur de vous, de ce que vous représentiez. » Sœur Marguerite prit Édouard par le bras et le força à sortir de la cellule. Dans le couloir, elle lui dit sèchement que la vieille sœur délirait, qu'il ne devait pas prêter attention à ses paroles confuses. Puis, elle le raccompagna jusqu'à la porte du couvent et la referma fermement derrière lui. Édouard redescendit la montagne, en proie à un tourbillon d'émotions. L'enfant du péché, une dame, de l'or. Ces fragments d'informations tournaient dans son esprit comme les pièces d'un puzzle incomplet. Qui était cette dame qui avait payé pour son silence? Pourquoi avait-on eu peur de lui? De retour à l'imprimerie, il ne put se concentrer sur son travail. Monsieur Bertrand remarqua sa distraction et finit par lui demander ce qui le préoccupait. Édouard hésita, puis décida de tout lui raconter. L'imprimeur l'écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Si cette dame venait d'une famille riche, dit finalement Bertrand, il devrait exister des traces quelque part. Des registres paroissiaux, des actes notariés, des correspondances. » Il réfléchit un moment. « La servante qui vous a apporté devait forcément venir d'une ville pas trop éloignée. Les voyages longs avec un nourrisson étaient dangereux. Je dirais, un rayon de 2 ou 3 jours de voyage maximum. » Il sortit une carte de la région et traça un cercle approximatif autour du couvent. Plusieurs grandes villes s'y trouvaient, dont une cité portuaire importante à environ 300 kilomètres. « Commencez par les grandes familles, » conseilla Bertrand. « Si on a payé autant d'or, c'est qu'on avait quelque chose de précieux à cacher.
Les familles nobles, les grands négociants, ce genre de personnes. Édouard remercia son patron. Mais enquêter sur les grandes familles demandait du temps et des ressources dont il ne disposait pas. Il fallait être patient, méthodique. Et surtout, il fallait être discret, car si cette dame ou sa famille apprenait qu'il cherchait, il pourrait réagir mal. Les mois passèrent. Édouard continuait son travail d'imprimeur tout en menant son enquête personnelle par petites touches. Il consultait les gazettes anciennes, lisait les annonces de naissance et de décès, interrogeait les voyageurs de passage sur les grandes familles de la région. Il notait tout dans un cahier qu'il gardait caché. Cette quête obsédante d'Édouard vous a-t-elle donné des frissons? Si cette histoire vous captive, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter ce que vous pensez qu'il va découvrir. Votre engagement aide à faire vivre ces récits oubliés. En 1804, Édouard eut sa première véritable piste. Un colporteur qui passait régulièrement dans la région lui parla d'une rumeur qu'il avait entendue des années auparavant dans une taverne portuaire. Il s'agissait d'un vieux cocher, maintenant mort, qui avait raconté en état d'ivresse avoir transporté un bébé de mauvaise couleur hors d'une grande maison aristocratique. Le colporteur ne se souvenait pas du nom exact de la famille, mais il pensait que c'était quelque chose comme Beaumont ou Beaufort. Le cœur d'Édouard bondit. Il chercha dans les registres commerciaux et trouva effectivement une famille Beaufort, négociant et propriétaire terrien dans la grande ville portuaire à l'ouest. Cette famille avait eu un fils unique en janvier 1783. Les dates correspondaient parfaitement. Mais Édouard comprit qu'il ne pouvait pas simplement se présenter chez les Beaufort et exiger la vérité. Il lui fallait des preuves, ou au moins des éléments plus concrets. Il économisa pendant 6 mois, puis entreprit le voyage jusqu'à cette ville portuaire. La cité était bien plus grande que tout ce qu'il avait connu. Les rues grouillaient de marchands, de marins, de bourgeois. Le port s'étendait sur des kilomètres, hérissé de mâts de navires. L'odeur de sel, de goudron et de poisson imprégnait l'air. Édouard loua une chambre modeste dans une auberge du quartier populaire. Puis il commença son enquête. Il fréquenta les tavernes, écoutant les conversations, posant des questions discrètes sur les grandes familles. Le nom des Beaufort revenait souvent. On les décrivait comme riches mais discrets, respectés dans les cercles commerciaux. Henri de Beaufort était connu comme un homme d'affaires avisé mais froid. Son fils Gabriel, maintenant dans la vingtaine, gérait certaines affaires familiales avec la même efficacité. Édouard réussit à retrouver l'ancienne auberge où le cocher aurait tenu ses propos compromettants. L'établissement avait changé de propriétaire 2 fois depuis, mais un vieux serveur se souvenait vaguement de l'incident. Il confirma qu'un cocher des Beaufort, nommé Jean Roussel, était effectivement mort en 1792 après avoir raconté une histoire confuse sur un bébé abandonné. Fort de cette confirmation, Édouard décida d'adopter une approche plus directe. Il se fit embaucher temporairement dans une imprimerie de la ville et demanda à pouvoir consulter les archives paroissiales pour un supposé projet de recherche généalogique. Après avoir versé quelques pièces au bedeau, il obtint l'accès au registre. C'est là qu'il fit une découverte qui le glaça. Dans le registre de janvier 1783, il trouva l'entrée concernant la naissance de Gabriel de Beaufort. Mais en examinant attentivement la page, il remarqua quelque chose d'étrange. L'encre semblait différente à un endroit, comme si le texte avait été gratté puis réécrit. En tenant la page contre la lumière, on pouvait deviner des traces d'une écriture antérieure sous le texte actuel. Il n'avait aucun moyen de lire ce qui avait été effacé, mais cette altération prouvait qu'on avait voulu cacher quelque chose. Combiné aux autres éléments, cela formait un faisceau de preuves troublant. Édouard décida qu'il était temps d'agir. Il écrivit une lettre formelle à Henri de Beaufort, se présentant comme un chercheur intéressé par l'histoire des familles importantes de la région et demandant un entretien pour discuter de la généalogie des Beaufort. Il postait cette lettre sans grande conviction, s'attendant à un refus poli. À sa grande surprise, il reçut une réponse 2 semaines plus tard. Henri de Beaufort acceptait de le recevoir à sa demeure un mardi après-midi précis.
Le jour venu, Édouard se présenta à l'hôtel particulier des Beaufort. La propriété était encore plus imposante qu'il ne l'avait imaginé. Un domestique en livrée le conduisit à travers des salons richement meublés, jusqu'à un cabinet de travail lambrissé où Henri l'attendait. L'homme qui se tenait devant lui avait 57 ans mais en paraissait davantage. Ses cheveux grisonnaient, son visage portait les marques d'une vie de tension et de contrôle. Ses yeux gris-bleus examinèrent Édouard avec une intensité dérangeante. « Monsieur Lefebvre, » dit Henri d'une voix froide, « asseyez-vous. J'ai fait quelques vérifications sur vous avant de vous recevoir. Il semble que vous ne soyez pas vraiment un chercheur en généalogie. » Édouard sentit son sang se glacer. Il avait sous-estimé la capacité d'Henri à enquêter sur lui. « Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous » demanda Henri. Édouard décida que le moment était venu de jouer carte sur table. D'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, il raconta son histoire. L'orphelinat, le couvent, les fragments d'informations qu'il avait glanés, la rumeur sur le cocher, l'altération des registres paroissiaux. « Je crois que je suis né dans cette maison en janvier 1783, conclut-il. « Je crois que je suis votre fils. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Henri ne sia pas, mais ses mains se crispèrent imperceptiblement sur les accoudoirs de son fauteuil. « C'est une accusation absurde, » dit-il finalement. « J'ai un fils, Gabriel, né le 16 janvier 1783. Un fils unique, les registres en attestent. » « Des registres qui ont été falsifiés, » répliqua Édouard en trouvant un courage qu'il ne se connaissait pas. « Des registres qui cachent qu'il y a eu 2 naissances ce jour-là, pas une seule. » Henri se leva brusquement. « Sortez de cette maison immédiatement, et ne tentez plus jamais de me contacter ou de répandre ces mensonges insensés. Vous n'avez aucune preuve de vos allégations délirantes. »« J'ai des témoignages, » dit Édouard sans bouger. « J'ai des dates qui correspondent. J'ai la preuve de l'altération des registres. Des racontards de taverne et des soupçons ne constituaient pas des preuves. » Henri s'approcha de la porte. « Si vous persistez dans cette voie, je ferai appel à la justice. Je vous détruirai. Vous n'êtes qu'un orphelin sans nom et sans ressources. Pensez-vous vraiment pouvoir affronter ma famille ?» Édouard se leva à son tour. Il remarqua alors quelque chose qui le frappa comme un coup de poing. Sur un mur du cabinet, un portrait représentait Gabriel de Beaufort à l'âge de 15 ans environ. Le jeune homme avait des traits fins, des cheveux blonds, des yeux gris-bleus. Des traits qui ressemblaient de manière troublante à ceux d'Édouard lui-même. Édouard quitta la propriété dans un état second. Il avait vu la vérité dans les yeux d'Henri. Cet homme savait. Il savait qu'Édouard disait vrai. Mais il ne l'admettrait jamais. De retour à son auberge, Édouard passa la nuit à réfléchir. Henri avait raison sur un point. Il n'avait pas de preuves juridiquement recevables. Un procès serait long, coûteux et probablement voué à l'échec. La parole d'un aristocrate riche contre celle d'un orphelin imprimeur, le résultat ne faisait aucun doute. Mais Édouard n'était pas venu jusqu'ici pour abandonner. Il décida d'adopter une stratégie différente. Puisqu'Henri refusait de reconnaître la vérité, il fallait trouver d'autres témoins, d'autres preuves. Il fallait remonter la chaîne, identifier tous ceux qui savaient. Le docteur qui avait assisté à l'accouchement, par exemple, ou la dame de compagnie, ou d'autres domestiques présents cette nuit-là. Les jours suivants, Édouard enquêta discrètement. Il apprit que le docteur Deschamps était mort 10 ans plus tôt, emportant ses secrets dans la tombe. Mais la dame de compagnie, Madeleine Leclerc, vivait toujours. Elle habitait maintenant un petit pavillon sur les terres de la propriété Beaufort, où elle avait pris sa retraite après des décennies de service. Édouard parvint à localiser ce pavillon et s'y rendit un après-midi. Une vieille femme aux cheveux blancs et au visage marqué par les années lui ouvrit. Quand il se présenta et expliqua pourquoi il venait, Madeleine devint livide. « Je ne sais rien », dit-elle d'une voix tremblante. « Partez, ne revenez jamais. »« S'il vous plaît, » supplia Édouard. « J'ai juste besoin de savoir la vérité. Qui était ma mère? Pourquoi m'a-t-on abandonné ?» Madeleine le regarda longuement. Ses yeux se remplirent de larmes. « Votre mère est mourante, » murmura-t-elle.
Elle n'a plus longtemps à vivre. Laissez-la mourir en paix. Où est-elle? Je veux la voir. Non. Madeleine secoua la tête avec véhémence. Elle ne supporterait pas. Cela la tuerait. Elle m'a abandonné, cria presque Édouard. Elle m'a rejeté parce que ma peau était trop foncée. Elle ne mérite pas de paix. Madeleine tressaillit comme s'il l'avait frappée. Vous ne comprenez pas, dit-elle dans un souffle. Ce n'était pas son choix. Pas vraiment. Elle était prisonnière des conventions de son époque, de son rang, de... Elle s'interrompit, réalisant qu'elle en avait déjà trop dit. Prisonnière de quoi? Insista Édouard. Mais Madeleine referma sa porte sans répondre. Édouard entendit le verrou glisser de l'autre côté. Cette rencontre avec Madeleine convainquit Édouard qu'il ne pourrait jamais obtenir une reconnaissance officielle de sa filiation. Les Beaufort formaient un mur impénétrable. Mais une autre idée germait dans son esprit. Peut-être n'avait-il pas besoin de reconnaissance légale. Peut-être pouvait-il se contenter de révéler publiquement la vérité, de forcer cette famille à affronter son passé. Il retourna à l'imprimerie où il travaillait en ville et demanda à son employeur s'il accepterait d'imprimer un pamphlet. Le propriétaire, un homme aux idées progressistes qui n'aimait guère l'aristocratie, accepta sans poser trop de questions. Édouard passa 2 semaines à rédiger son texte. Il y relatait toute son enquête, les preuves qu'il avait accumulées, les témoignages recueillis. Il accusait ouvertement la famille Beaufort d'avoir abandonné un enfant légitime à cause de sa couleur de peau, révélant ainsi un secret qui jetait une lumière crue sur les préjugés raciaux qui gangrenaient même les familles les plus respectables. Le pamphlet fut imprimé à 500 exemplaires. Édouard les distribua lui-même dans toute la ville. Aux portes des églises, sur les marchés, dans les cafés et les auberges. Il en envoya même des copies à des gazettes de Paris. La réaction fut immédiate et explosive. En l'espace de 3 jours, toute la ville bruissait de cette affaire. Les Beaufort se retrouvèrent au cœur d'un scandale retentissant. On les montrait du doigt dans la rue. Les clients commerciaux commençaient à se désolidariser. Les portes des salons bourgeois se fermaient. Henri réagit avec une fureur glaciale. Il porta plainte pour diffamation et obtint qu'Édouard soit arrêté. Mais le mal était fait. Même si Édouard était condamné, les rumeurs ne s'éteindraient plus. C'est alors que se produisit l'événement qui allait tout faire basculer définitivement. Amélie de Beaufort, qui n'avait plus quitté sa chambre depuis des mois, apprenant l'arrestation d'Édouard et la raison de son combat, demanda à voir son mari. C'était la première fois en des années qu'elle réclamait sa présence de manière aussi pressante. Henri monta à ses appartements avec appréhension. Il trouva Amélie assise dans son lit, le teint cireux, les yeux fiévreux. Elle tenait une copie du pamphlet d'Édouard dans ses mains tremblantes. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Cet homme, c'est lui? C'est notre fils ?» Henri ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha de la fenêtre, regardant les jardins en contrebas. « Vous n'avez pas besoin de savoir cela, » dit-il finalement. « Je gère la situation. Je veux le voir, » murmura Amélie. « Je veux voir l'enfant que nous avons abandonné. C'est impossible. Il est en prison, et il y restera jusqu'à ce que cette affaire soit réglée. » Amélie se redressa dans son lit avec une énergie surprenante pour quelqu'un d'aussi malade. « Vous l'avez fait arrêter? Vous avez fait emprisonner notre propre fils? » « Ce n'est pas notre fils, » répliqua Henri sèchement. « Nous avons un fils, Gabriel. Un seul. Gabriel et lui sont jumeaux, » dit Amélie avec une clarté soudaine dans la voix. « Ils ont le même sang, les mêmes droits, pas selon la loi, pas selon la société. Vous savez très bien pourquoi nous avons fait ce choix. » Amélie le regarda avec une expression que Henri ne lui avait jamais vue, un mélange de dégoût et de détermination. « Ce n'était pas mon choix, c'était le vôtre. Vous m'avez forcé. Vous m'avez menacé de me répudier, de me faire enfermer, de raconter à tous que j'avais commis l'adultère. » Le silence qui suivit fut chargé de 20 ans de ressentiments accumulés. « L'avez-vous fait ?» demanda Henri d'une voix dangereusement calme. « Avez-vous commis l'adultère ?» Amélie détourna les yeux. « Vous n'étiez jamais là. Vous passiez vos nuits dans votre cabinet ou en voyage. Pendant 2 ans, vous m'avez à peine touché. Je me sentais seul, inutile. Qui était-ce? Un homme des îles.
Un affranchi que vous aviez ramené pour gérer certains aspects de vos propriétés coloniales. Il était intelligent, cultivé. Il me parlait, lui, il me voyait. Sa voix se brisa. C'est arrivé une seule fois, une seule nuit. Et ensuite, il est reparti aux colonies. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne lui ai même jamais dit que j'étais enceinte. Henri encaissa cette révélation sans broncher, visiblement, mais ses poings se serrèrent. Vous m'avez déshonoré. Vous avez sali le nom de ma famille. Et vous m'avez forcé à abandonner mon enfant, rétorqua Amélie avec une force retrouvée. Un enfant innocent, qui n'avait rien fait d'autre que naître avec la mauvaise couleur de peau. Vous l'avez arraché de mes bras quelques heures après sa naissance. Je ne l'ai même pas pu l'allaiter, le tenir contre moi, lui dire que je l'aimais. Vous auriez préféré que je vous dénonce, que je vous fasse annuler notre mariage, que je vous exile. La voix d'Henri montait malgré lui. J'ai protégé votre honneur en éliminant la preuve de votre trahison. Vous avez protégé votre honneur à vous, dit Amélie, pas le mien. Le mien est mort cette nuit-là, avec ma capacité à me regarder dans un miroir. Elle se laissa retomber contre ses oreillers, épuisée par cette confrontation. Faites-le libérer, reconnaissez-le, donnez-lui ce qu'il mérite. Jamais, dit Henri. Cela détruirait Gabriel, cela détruirait tout ce que j'ai construit. Alors, je le ferai moi-même. Amélie tendit la main vers la sonnette pour appeler un domestique. Je vais tout révéler publiquement. Je vais signer une déclaration attestant que nous avons eu 2 fils, des jumeaux, et que vous avez forcé à abandonner l'un d'eux. Henri traversa la pièce en 2 enjambées et lui arracha la sonnette des mains. Vous ne ferez rien de tel. Vous êtes malade. Vous délirez. Personne ne croira le témoignage d'une femme à l'agonie. Ils se regardèrent, et dans ce regard passa tout le poison de 20 années de mensonges, de silence, de rancœur. Amélie vit dans les yeux de son mari une détermination implacable. Henri vit dans ceux de sa femme une résolution née du désespoir. « Sortez de ma chambre, dit finalement Amélie, et ne revenez jamais, je ne veux plus vous voir. » Henri quitta les appartements sans un mot de plus. Il descendit à son cabinet et s'enferma. Pour la première fois depuis des décennies, il se servit un verre de cognac en plein jour et le vida d'un trait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans une cellule de prison humide et froide, Édouard Lefebvre attendait son procès en se demandant si son combat pour la vérité valait vraiment les conséquences qu'il allait devoir affronter. Le procès d'Édouard Lefebvre s'ouvrit 2 semaines plus tard devant le tribunal correctionnel de la ville. L'affaire avait pris une ampleur considérable. La salle d'audience était bondée de curieux venus assister à ce qui promettait d'être un scandale retentissant. Henri de Beaufort avait engagé les meilleurs avocats. Ils présentèrent Édouard comme un affabulateur en quête de fortune, un orphelin aigri qui tentait d'extorquer de l'argent à une famille respectable en inventant une histoire invraisemblable. Ils produisirent les registres paroissiaux officiels attestant qu'Henri et Amélie n'avaient eu qu'un seul enfant. Ils firent témoigner des notables de la ville sur la réputation irréprochable de la famille Beaufort. Édouard, représenté par un jeune avocat aux ressources limitées, tenta de présenter ses preuves. Les témoignages de seconde main sur les propos du cocher, les souvenirs confus de sœur Béatrice, l'altération visible des registres. Mais tout cela semblait fragile face à la machine juridique mise en branle par les Beaufort. Le procès semblait devoir se conclure par une condamnation certaine d'Édouard quand, le 3e jour, un événement inattendu bouleversa tout. Madeleine Leclerc entra dans le tribunal, soutenue par 2 personnes tant elle tremblait. Elle demanda à témoigner. L'avocat d'Henri tenta de s'y opposer, arguant qu'elle n'était pas citée comme témoin. Mais le juge autorisa sa déposition au nom de la recherche de la vérité. D'une voix brisée, Madeleine raconta tout. La nuit de l'accouchement, la naissance de jumeaux, la panique d'Henri en découvrant que l'un des bébés avait la peau plus foncée, la décision prise en quelques heures d'éliminer cette preuve d'adultère, le voyage au couvent avec le nouveau-né, l'or versé pour acheter le silence, la falsification des registres. Elle décrivit aussi les 20 années suivantes.
La mélancolie d'Amélie, qui ne s'était jamais remise de cette séparation forcée. Les cauchemars qui la réveillaient en pleine nuit. Les fois où elle avait appelé un nom que personne ne devait entendre. Madame de Beaufort n'a jamais cessé de penser à l'enfant qu'on lui avait arraché, dit Madeleine en pleurant. Elle mourait chaque jour un peu plus de cette culpabilité, et moi aussi. Nous portions toutes les deux le poids de ce secret terrible. L'avocat d'Henri tenta de démolir son témoignage, l'accusant d'être une domestique déloyale, cherchant à nuire à ses anciens employeurs. Mais la sincérité évidente de Madeleine, sa détresse palpable, impressionnèrent le tribunal. Ce fut alors que la nouvelle tomba apportée par un messager. Amélie de Beaufort venait de mourir. Elle s'était éteinte dans la nuit, quelques heures avant l'ouverture de l'audience. Sur sa table de chevet, on avait retrouvé une lettre cachetée adressée au tribunal. Le juge ordonna qu'elle soit ouverte et lue en séance publique. Dans cette lettre, Amélie avouait tout. Elle confirmait les déclarations de Madeleine dans les moindres détails. Elle reconnaissait son adultère, expliquant les circonstances qui l'y avaient conduite. Elle affirmait qu'Édouard Lefebvre était bien son fils, le jumeau de Gabrielle, abandonné uniquement à cause de sa couleur de peau qui trahissait ses origines métisses. « Je meurs avec cette faute sur la conscience », écrivait-elle dans les dernières lignes. « J'ai choisi de protéger ma position sociale plutôt que mon enfant. J'ai accepté le silence plutôt que la vérité. Que Dieu me pardonne, car je ne peux me pardonner moi-même. Mon dernier souhait est que justice soit rendue à Édouard Lefebvre, qui n'est coupable de rien d'autre que d'être né. » Le silence qui suivit la lecture de cette lettre fut absolu. Tous les regards se tournèrent vers Henri de Beaufort, assis au premier rang, le visage de marbre. Pour la première fois, son masque de contrôle sembla se fissurer. Ses mains tremblaient légèrement. Le juge leva la séance, annonçant qu'il rendrait son verdict après délibération. Mais tout le monde dans la salle savait déjà que le procès était terminé. La vérité avait éclaté au grand jour, portée par la voix d'une morte. Le lendemain, Édouard fut acquitté de toutes les charges de diffamation. Le juge reconnut publiquement que ses affirmations étaient fondées et que la famille Beaufort avait effectivement dissimulé la naissance de jumeaux. Cependant, sur le plan juridique, rien ne changeait. Les registres officiels faisaient de Gabrielle l'unique héritier légitime. Édouard n'avait aucun droit légal à revendiquer une part de l'héritage. Mais ce n'était pas l'argent ou le nom qu'Édouard cherchait. C'était la reconnaissance, la validation de son existence. Et cela, il l'avait obtenu. Les jours suivants furent chaotiques pour la famille Beaufort. Les funérailles d'Amélie attirèrent une foule de curieux venus voir la famille déchue. Henri semblait avoir vieilli de 10 ans. Gabrielle, qui avait assisté à tout le procès dans un état de choc, ne savait plus quoi penser de son père, de sa famille, de son identité même. Une semaine après le verdict, Édouard reçut un message lui demandant de venir à l'hôtel particulier des Beaufort. Il s'y rendit avec appréhension. C'est Gabrielle qui l'accueillit, pas Henri. Les deux jeunes hommes se retrouvèrent face à face dans le salon où, 20 ans plus tôt, leur destin avait été séparé. Ils se ressemblaient de manière troublante, malgré la différence de couleur de peau. Les mêmes traits fins, la même hauteur, la même inclinaison de la tête quand ils réfléchissaient. Gabrielle avait les yeux gris-bleus de leur père et les cheveux blonds. Édouard avait les yeux plus foncés et les cheveux bruns, héritage de son père biologique qu'il ne connaîtrait jamais. « Notre père ne veut pas te voir », dit Gabrielle après un long silence. « Il refuse de reconnaître ce qui s'est passé. Pour lui, cette affaire est close. »« Je ne suis pas venu pour lui », répondit Édouard. « Je suis venu parce que tu m'as demandé. » Gabrielle hocha la tête. « Je ne sais même pas ce que je voulais. Te rencontrer, voir le frère dont j'ignorais l'existence, comprendre pourquoi tout cela est arrivé. » Ils parlèrent pendant 2 heures. Gabrielle posa 1000 questions sur la vie d'Édouard, sur l'orphelinat, sur ce qu'il avait ressenti en découvrant la vérité. Édouard répondit avec une honnêteté brute, ne cachant rien de sa colère, de son ressentiment, mais aussi de sa compréhension croissante de la complexité de la situation. « Je ne te blâme pas », dit finalement Édouard.
Tu n'étais qu'un bébé, comme moi. Tu n'as rien choisi. Nous sommes tous les deux victimes des décisions prises par d'autres. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Gabriel. Retourner à ma vie. Je suis imprimeur. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Édouard marqua une pause. Et toi? Gabriel regarda autour de lui, contemplant les richesses de la demeure familiale, avec un nouveau regard. Je ne sais pas. Tout ce que je croyais savoir sur ma famille, sur mon identité, s'est révélé être un mensonge. Comment peut-on continuer à vivre normalement après avoir découvert qu'on est bâti sur un secret aussi terrible? Ils se séparèrent ce jour-là, sans vraiment savoir s'ils se reverraient. Deux frères séparés à la naissance, réunis par le scandale, mais incapables de véritablement combler le gouffre de 20 années de vie différentes. Henri de Beaufort ne se remit jamais vraiment du scandale. Sa santé déclina rapidement. Les affaires familiales périclitèrent, de nombreux partenaires commerciaux se détournant d'une famille marquée par l'infamie. Il mourut 3 ans plus tard, en 1810, sans avoir jamais adressé la parole à Édouard ou reconnu sa paternité. Gabriel hérita de ce qui restait de la fortune familiale, mais il porta toute sa vie le poids de cette histoire. Il ne se maria jamais, n'eut pas d'enfant, comme si la malédiction familiale devait s'arrêter avec lui. Édouard, lui, retourna à sa ville, reprit son métier d'imprimeur. Il se maria quelques années plus tard avec une jeune femme qui connaissait toute son histoire et l'acceptait tel qu'il était. Ils eurent 3 enfants. Il ne chercha jamais à réclamer une quelconque part de l'héritage Beaufort, mais il garda toute sa vie la lettre d'Amélie, ce dernier témoignage d'une mère qui l'avait finalement reconnu, même si c'était trop tard. Les 2 frères se revirent sporadiquement au fil des ans, des rencontres discrètes dans des cafés ou lors de promenades sur les quais. Ils ne devinrent jamais vraiment proches. Le fossé était trop grand, mais ils développèrent une forme de respect mutuel, une compréhension silencieuse de leurs blessures respectives. Madeleine Leclerc mourut 6 mois après le procès, comme si avoir révélé la vérité l'avait libérée d'un poids qui la maintenait en vie. On la trouva dans son petit pavillon, paisible dans son sommeil, tenant contre elle un crucifix usé. Cette histoire troublante soulève une question qui résonne encore aujourd'hui. Combien de secrets familiaux restent enfouis, protégés par le silence et la honte? Combien d'enfants ont été rejetés, cachés, effacés de l'histoire officielle à cause de préjugés qui nous paraissent aujourd'hui monstrueux, mais qui, à leur époque, semblaient naturels et justifiés? L'histoire d'Édouard et Gabriel Beaufort n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Les documents officiels ne mentionnent qu'un seul fils. Mais dans les archives personnelles de certaines familles de cette ville portuaire, dans les marges de vieux journaux intimes, dans les lettres jaunies conservées dans des greniers, on trouve parfois des allusions à cette affaire qui ébranla la société locale au début du XIXe siècle. La vérité, comme toujours, est plus complexe et plus tragique que n'importe quelle fiction. Amélie n'était ni un monstre ni une sainte. Henri n'était pas un simple vilain. Ils étaient des produits de leur temps, prisonniers de conventions sociales impitoyables, capables à la fois de cruauté et de souffrance. Ce qui reste, au-delà du scandale et du drame, c'est l'image de 2 nouveau-nés identiques séparés quelques heures après leur naissance, condamnés à des destins radicalement différents par un détail de pigmentation, un simple hasard génétique qui scella 2 vies entières. Vous croyez que cette histoire a révélé tous ses secrets? Pensez-vous que tout a été dit? La vérité complète a-t-elle vraiment émergé ou reste-t-il des zones d'ombre que nous ne connaîtrons jamais? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires oubliées qui hantent encore les archives françaises. Et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par ces tragédies humaines qui se cachent derrière les façades respectables de l'histoire officielle. Car c'est peut-être là la leçon ultime de cette affaire. Sous chaque grande famille, sous chaque nom prestigieux, sous chaque fortune établie, se dissimulent des histoires de choix impossibles, de secrets inavouables, de vérités que l'on préfère enterrer plutôt qu'affronter. Jusqu'au jour où quelqu'un, quelque part, décide que le mensonge a assez duré. Jusqu'au jour où la vérité, comme un enfant abandonné,
revient frapper à la porte.